Personne, dans ce manoir de 12 millions d'euros, n'aurait pu imaginer que la plus grande souffrance se cachait dans la pièce la plus luxueuse. Les pleurs du bébé résonnaient une fois de plus à travers les couloirs de marbre, s'écrasant contre les murs ornés de tableaux hors de prix. Il était un peu plus de 3 heures du matin, l'heure où tout devait être calme, où seuls les systèmes de sécurité murmuraient encore. Pourtant, ce cri-là n'avait rien d'ordinaire. Il ne ressemblait pas à un caprice, ni même à une simple douleur de nourrisson. C'était un appel désespéré, brut, presque animal. Léa s'arrêta devant la porte de la chambre du bébé. Elle n'était pas censée être là à cette heure-ci. Officiellement, elle était femme de ménage, pas nourrice de nuit. Mais depuis plusieurs jours, personne d'autre ne voulait répondre aux pleurs. 3 nounous avaient déjà quitté la maison, l'une après l'autre, chacune invoquant une raison différente, sans jamais vraiment regarder les parents dans les yeux en partant. Elle inspira profondément avant d'entrer. La chambre semblait figée dans une perfection irréelle. Les murs pastels, les meubles sur mesure, le berceau au cadre doré, les peluches alignées avec une précision presque maniaque. Tout criait la richesse, le contrôle, l'image parfaite. Et pourtant, au centre de cette mise en scène, le petit Théo hurlait comme s'il était en danger de mort. Son visage était rouge sombre, presque violacé. Ses petits poings se crispaient dans l'air, son corps se cambrait contre les draps immaculés. Léa s'approcha, le cœur serré, et le prit dans ses bras. Aussitôt, le cri se transforma. Toujours présent, mais moins violent, comme si le simple contact humain apaisait quelque chose en lui. Elle le berça doucement, murmurant des mots rassurants qu'elle avait déjà prononcés des centaines de fois avec d'autres enfants. Elle connaissait ses gestes. Avant d'arriver ici, elle avait été nounou pendant des années. Elle savait reconnaître la faim, la peur, la fatigue, mais ce qu'elle sentait chez Théo ne correspondait à rien de connu. Ce n'était pas un inconfort, c'était de la détresse. Quand elle tenta de le reposer dans le berceau, le bébé se mit à hurler à nouveau, plus fort encore, comme s'il essayait d'échapper à quelque chose d'invisible. Léa le reprit aussitôt contre elle. Son regard se posa alors sur son dos, et elle remarqua ce qu'elle n'avait pas vu les nuits précédentes. De fines marques rouges, alignées, irrégulières, anormalement nombreuses. Son estomac se noua. À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement derrière elle. Élodie de Saint-Clair se tenait là, drapée dans une robe de soie, les traits tirés par la fatigue. Ses bijoux brillaient encore, malgré l'heure, comme si même la nuit n'avait pas le droit de ternir l'image qu'elle renvoyait. Pourquoi pleure-t-il encore? Sa voix n'était ni inquiète, ni douce. Elle était tranchante, agacée. Léa tenta d'expliquer qu'elle faisait tout son possible, qu'elle n'avait jamais entendu un bébé pleurer de cette manière. Mais la réponse fut immédiate, froide, mécanique. Elle n'était pas payée pour essayer. Elle était payée pour régler le problème. Puis Élodie se détourna, rappelant que son mari avait une réunion importante dans quelques heures. Le silence et le sommeil du manoir passaient avant tout. Restée seule, Léa regarda à nouveau le bébé dans ses bras. Elle sentit ses petits doigts s'agripper désespérément à son uniforme, comme s'il craignait d'être reposé. À cet instant précis, quelque chose se fissura en elle. Les médecins avaient dit que tout allait bien. Les parents avaient choisi de les croire. Les nounous étaient partis, et personne n'avait vraiment regardé. Cette nuit-là, Léa comprit que si elle reposait ce bébé dans son berceau sans chercher plus loin, elle ferait partie du silence. Et pour la première fois depuis son arrivée dans cette maison, elle décida qu'elle ne se contenterait plus d'obéir. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Léa resta immobile quelques secondes, Théo toujours blotti contre elle. Les pleurs s'étaient atténués, remplacés par de petits gémissements saccadés, comme si le bébé n'osait plus crier. Cette réaction confirma ce qu'elle pressentait depuis plusieurs nuits. Ce n'était pas l'obscurité, ni la solitude, ni même la faim qui le faisait hurler. C'était le berceau. Elle reposa doucement Théo sur la table allongée, sans quitter son visage des yeux. À peine son dos effleura-t-il la surface que son corps se crispa. Les pleurs reprirent aussitôt, plus stridents, plus paniqués. Léa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle n'avait plus le droit d'ignorer ce signal. Elle observa attentivement les marques sur son dos. À la lumière tamisée de la veilleuse, elles paraissaient plus nombreuses qu'elle ne l'avait cru. Ce n'était pas de simple rougeur.
Certaines zones étaient légèrement gonflées, irritées, presque inflammées, trop localisées pour être une allergie, trop répétées pour être accidentelles. Son regard se tourna lentement vers le berceau. Tout semblait parfait à première vue. Le cadre doré brillait doucement, les draps étaient impeccables sans un pli. Pourtant, une intuition profonde lui criait que le problème était là. Elle s'approcha, posa la main sur le matelas et la retira aussitôt. Il était froid, humide, anormalement mou. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle appuya légèrement avec les doigts. La surface s'enfonça comme une éponge saturée d'eau. Un matelas pour bébé ne devait pas réagir ainsi. Jamais. Léa jeta un coup d'œil vers la porte. Le manoir était silencieux. Les parents dormaient. Personne ne viendrait l'interrompre. Alors, avec précaution, elle souleva un coin du drap. D'abord, elle ne comprit pas ce qu'elle voyait. Des formes pâles, mouvantes, presque irréelles. Puis son esprit rattrapa ses yeux. Des asticots. Ils grouillaient par centaines, peut-être par milliers, s'enfonçant et ressortant du rembourrage noirci. Le matelas était en train de se décomposer de l'intérieur. Une odeur lourde, sucrée et putride monta aussitôt à ses narines. Léa porta la main à sa bouche pour étouffer un haut-le-cœur. Tout s'expliquait brutalement. L'humidité, la mollesse, les pleurs incontrôlables. Les marques sur le dos de Théo. Chaque nuit, son corps fragile avait été posé sur une surface infestée, vivante, douloureuse. Chaque cri était une réaction de panique et de souffrance. Léa recula, les jambes tremblantes. Comment un tel cauchemar pouvait-il exister dans une maison aussi luxueuse? Comment personne ne l'avait-il remarqué? Ou pire, comment avait-on pu choisir de ne pas regarder? Elle se força à respirer, puis elle agit. Elle sortit son téléphone. Ses mains tremblaient tandis qu'elle prenait des photos, une par une. Le matelas ouvert, les asticots, la matière en décomposition. Puis, elle photographia le dos de Théo, les marques, les rougeurs, les zones irritées. Chaque image était une preuve, une vérité impossible à nier. Elle le reprit immédiatement dans ses bras. Son petit corps se détendit presque aussitôt, comme s'il comprenait instinctivement qu'il est enfin en sécurité. Léa sentit une colère sourde monter en elle, mêlée à une profonde tristesse. C'est à ce moment précis qu'elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna lentement. Élodie se tenait dans l'embrasure de la porte. Son visage était pâle, figé. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent. Et Léa sut. Ce n'était pas une surprise qu'elle lisait dans ses yeux. C'était de la reconnaissance et de la peur. À cet instant, Léa comprit que le véritable cauchemar ne se limitait pas à ce qu'il y avait sous le matelas. Il venait de ce que certains adultes avaient choisi d'ignorer. Et cette fois, elle ne se tairait pas. Le silence s'installa entre elles, lourd, presque étouffant. Léa tenait toujours Théo contre sa poitrine, sentant les battements affolés de son petit cœur ralentir peu à peu. Élodie restait immobile sur le seuil, comme si franchir un pas de plus l'obligeait à affronter une vérité qu'elle avait repoussée depuis des semaines. « Pose, mon fils, dit-elle enfin, d'une voix tendue. Léa ne bougea pas. Son regard alla du visage pâle de la mère au berceau derrière elle, puis revint se poser sur l'enfant. « Il souffre depuis sa naissance, répondit-elle calmement. Et maintenant, je sais pourquoi. » Élodie voulut nier. Elle parla du matelas, de son prix, du magasin réputé, des certificats bio. Les mots sortaient vite, mécaniques, comme un rempart fragile contre l'évidence. Léa se contenta de désigner le coin soulevé du matelas, là où les asticots continuaient de grouiller, indifférents au luxe qui les entourait. Le masque d'Élodie se fissura, juste un instant. Assez pour laisser passer la honte, la culpabilité, puis la peur. Elle murmura qu'elle ne savait pas, qu'Antoine s'était occupé des meubles, qu'elle avait fait confiance. La confiance n'avait pourtant pas protégé Théo. Sans attendre davantage, Léa quitta la chambre. Elle traversa le couloir d'un pas décidé, Théo serré contre elle, comme si quelqu'un pouvait encore tenter de le lui reprendre. Elle rejoignit les quartiers du personnel, loin des lustres et du marbre, et entra dans sa petite chambre. C'était simple, modeste, mais propre et sec. Elle improvisa un nid avec des serviettes douces, l'allongea avec précaution sur son lit et resta près de lui. En quelques minutes, les cris cessèrent complètement. La respiration de Théo devint régulière. Il dormait. À l'aube, la porte s'ouvrit brusquement. Antoine de Saint-Clair entra, le visage fermé, déjà vêtu de son costume impeccable. Sa colère était visible, mais elle se heurta aussitôt à la scène devant lui.
son fils, paisible, dormant profondément pour la première fois. Léa se plaça instinctivement entre lui et le lit. « Je le protège », dit-elle simplement. Les menaces arrivèrent vite, le licenciement, l'autorité, l'argent, puis le mépris. Antoine était convaincu que personne ne croirait une domestique contre une famille comme la sienne. Léa sortit alors son téléphone et montra les photos, le matelas, les asticots, le dos de l'enfant. La colère d'Antoine se transforma en silence, un silence lourd, chargé de culpabilité. Il regarda son fils, puis Léa, puis baissa les yeux. Il murmura qu'il pensait bien faire, qu'on lui avait parlé de colique, qu'il avait cru que ça passerait. « Vous n'avez pas regardé », répondit Léa. « Vous avez cru, mais vous n'avez pas vérifié. » Élodie arriva à son tour, les yeux rouges. Elle regarda Théo dormir et s'effondra en larmes. Cette fois, ses sanglots n'étaient plus dictés par la fatigue ou l'agacement, mais par le remords. Les décisions furent prises dans ce silence brisé. Le matelas serait détruit. Théo serait examiné par un vrai spécialiste. Et plus jamais personne ne fermerait les yeux sur ses pleurs. Léa resta, pas par obligation, mais par choix. Elle posa une condition claire, le bien-être de l'enfant avant tout. Elle n'était plus seulement une employée. Elle était devenue la voix de celui qui n'en avait pas. Lorsque le soleil se leva sur le parc parfaitement entretenu du manoir, Théo dormait toujours, paisible, enfin libéré de sa souffrance. Derrière les murs du luxe, une vérité s'était imposée. L'argent ne remplace ni l'attention, ni l'amour, ni la responsabilité. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Les cris d'un enfant ne sont jamais rien. Ils sont un langage. Et parfois, il suffit du courage d'une seule personne pour sauver une vie. Si cette histoire vous a touché, pensez à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire et à la partager. Vous ne savez jamais qui, en la voyant, trouvera le courage d'agir à son tour.